Madame de Chartres, qui avait eu tant d'applications pour inspirer la vertu à sa fille, ne discontinua pas de prendre les mêmes soins dans un lieu où ils étaient si nécessaires et où il y avait tant d'exemples si dangereux. L'ambition et la galanterie étaient l'âme de cette cour et occupaient également les hommes et les femmes. Il y avait tant d'intérêts et tant de cabales différentes, et les dames y avaient tant de parts, que l'amour était toujours mêlé aux affaires et les affaires à l'amour. Personne n'était tranquille ni indifférent. On songeait à s'élever, à plaire, à servir ou à nuire. On ne connaissait ni l'ennui ni l'oisiveté, et on était toujours occupé des plaisirs ou des intrigues. Les dames avaient des attachements particuliers pour la reine Dauphine, pour la reine de Navarre, pour Madame Sœur du Roi ou pour la duchesse de Valentinois. Dans ce passage, le narrateur montre que dans cette cour, il y a non seulement des histoires de cœur, mais des histoires de cabale, c'est-à-dire des querelles de partis. Le parti de la reine, le parti de la dauphine, le parti de Madame de Valentinois, etc. Donc il faut faire très attention. Les inclinations, les raisons de bienséance ou le rapport d'humeur faisaient ces différents attachements. Celles qui avaient passé la première jeunesse, les vieilles, et qui faisaient profession d'une vertu plus austère, étaient attachées à la reine. Celles qui étaient plus jeunes et qui cherchaient la joie et la galanterie faisaient leur cour à la reine Dauphine. La reine de Navarre avait ses favorites, c'est-à-dire ses femmes préférées. Elle était jeune et elle avait du pouvoir sur le roi son mari. Il était joint au connétable et avait par là beaucoup de crédit, c'est-à-dire beaucoup d'influence. Madame, sœur du roi, conservait encore de la beauté et attirait plusieurs dames auprès d'elle. La duchesse de Valentinois avait toutes celles qu'elle daignait regarder. Mais peu de femmes lui étaient agréables, et excepté quelques-unes qui avaient sa familiarité et sa confiance, et dont l'humeur avait du rapport avec la sienne, elle n'en recevait chez elle que les jours où elle prenait plaisir à avoir une cour comme celle de la reine. Donc ce que l'on montre ici, c'est que Madame de Valentinois peut avoir dans son cercle les femmes qu'elle veut, puisque c'est elle qui a le plus d'influence. Toutes ces différentes cabales avaient de l'émulation et de l'envie les unes contre les autres. De l'émulation, c'est-à-dire qu'elles étaient en compétition. Les dames qui les composaient avaient aussi de la jalousie entre elles, ou pour la faveur, c'est-à-dire pour l'influence, ou pour les amants. Les intérêts de grandeur et d'élévation se trouvaient souvent joints à ces autres intérêts moins importants, mais qui n'étaient pas moins sensibles. Ainsi, il y avait une sorte d'agitation sans désordre dans cette cour qui la rendait très agréable, mais aussi très dangereuse pour une jeune personne. Madame de Chartres voyait ce péril et ne songeait qu'au moyen d'en garantir sa fille, c'est-à-dire d'en préserver sa fille. Elle la pria, non pas comme sa mère, mais comme son amie, de lui faire confidence de toutes les galanteries qu'on lui dirait. Et elle lui promet de lui aider à se conduire dans les choses où l'on était souvent embarrassé quand on était jeune. Donc Madame de Chartres demande à sa fille de lui raconter tout ce qui lui arrive, de façon à ce qu'elle puisse l'aider à se guider à la cour. Le chevalier de Guise fit tellement paraître les sentiments et les desseins qu'il avait pour Mademoiselle de Chartres qu'ils ne furent ignorés de personne. Il ne voyait néanmoins que de l'impossibilité dans ce qu'il désirait. Il savait bien qu'il n'était point un parti qui convint à Mademoiselle de Chartres, pour le peu de bien qu'il avait pour soutenir son rang. Et il savait bien aussi que ses frères n'approuveraient pas qu'il se mariât, par la crainte de l'abaissement que les mariages des cadets apportent d'ordinaire dans les grandes maisons. Le cardinal de Lorraine lui fit bientôt voir qu'il ne se trompait pas. Il condamna l'attachement qu'il témoignait pour Mademoiselle de Chartres avec une chaleur extraordinaire. Mais il ne lui en dit pas les véritables raisons. Ce cardinal avait une haine pour le vidame qui était secrète alors et qui éclata depuis. Il eût plutôt consenti à voir son frère entrer dans toute autre alliance que dans celle de ce vidame. Et il déclara si publiquement combien il en était éloigné que Madame de Chartres en fut sensiblement offensée. C'est-à-dire que le cardinal de Lorraine explique que jamais de la vie un Guise ne se mariera avec Mademoiselle de Chartres, ce qui vexe Madame de Chartres, puisqu'on a vu auparavant qu'elle était très ambitieuse. Or, la famille de Guise est une des plus grandes familles.
elle prit de grands soins de faire voir que le cardinal de Lorraine n'avait rien à craindre et qu'elle ne songeait pas à ce mariage. Le vidame prit la même conduite et sentit encore plus que Madame de Chartres celle du cardinal de Lorraine, parce qu'il en savait mieux la cause. Le prince de Clèves n'avait pas donné de marque moins publique de sa passion qu'avait fait le chevalier de Guise. Le duc de Nevers apprit cet attachement avec chagrin. Il crut néanmoins qu'il n'avait qu'à parler à son fils pour le faire changer de conduite. Mais il fut bien surpris de trouver en lui le dessein formé d'épouser mademoiselle de Chartres. Il blâma ce dessein, il s'emporta et cacha si peu son emportement que le sujet se répandit bientôt à la cour et alla jusqu'à madame de Chartres. Elle n'avait pas mis en doute que M. de Nevers ne regardât le mariage de sa fille comme un avantage pour son fils. Elle fut bien étonnée que la maison de Clèves et celle de Guise craignissent son alliance, au lieu de la souhaiter. Le dépit qu'elle eut lui fit penser à trouver un parti pour sa fille qui la mit au-dessus de ceux qui se croyaient au-dessus d'elle. Donc encore une fois, le prince de Clèves a montré son attachement pour mademoiselle de Chartres, mais son père, le duc de Nevers, explique qu'il est farouchement contre, et il lui explique avec tant de virulence que l'affaire devient publique à la cour, et encore une fois, madame de Chartres est vexée et veut se venger en cherchant un parti encore plus brillant pour sa fille que ne peut l'être le prince de Clèves. Après avoir tout examiné, elle s'arrêta au prince dauphin, fils du duc de Montpensier. Il était lors à marier, et c'était ce qu'il y avait de plus grand à la cour, c'est-à-dire c'était le meilleur parti. Comme madame de Chartres avait beaucoup d'esprit, qu'elle était aidée du vidame qui était dans une grande considération, et qu'en effet sa fille était un parti considérable, elle agit avec tant d'adresse et tant de succès que M. de Montpensier parut souhaiter ce mariage, et il semblait qu'il ne se pouvait trouver de difficulté. Le vidame, qui savait l'attachement de M. d'Anville pour la reine dauphine, crut néanmoins qu'il fallait employer le pouvoir que cette princesse avait sur lui pour l'engager à servir mademoiselle de Chartres auprès du roi et auprès du prince de Montpensier dont il était ami intime. Il en parla à cette reine, et elle entra avec joie dans une affaire où il s'agissait de l'élévation d'une personne qu'elle aimait beaucoup. Elle le témoigna au vidame et l'assura que, quoiqu'il sût bien qu'elle ferait une chose désagréable au cardinal de Lorraine, son oncle, elle passera avec joie par-dessus cette considération, parce qu'elle avait sujet de se plaindre de lui et qu'il prenait tous les jours les intérêts de la reine contre les siens propres. Donc, le vidame de Chartres vient demander de l'aide à la reine dauphine, qui est une jeune personne qui adore les histoires et qui se fera une joie de jouer l'entremetteuse, même si pour cela, elle doit fâcher son oncle, parce que de toute façon, son oncle lui fait pas de cadeau non plus. Les personnes galantes sont toujours bien aises qu'un prétexte leur donne lieu de parler à ceux qui les aiment. Sitôt que le vidame eut quitté madame la dauphine, elle ordonna à Chastelard, qui était favori de M. d'Anville, et qui savait la passion qu'il avait pour elle, de lui aller dire de sa part de se trouver le soir chez la reine. Chastelard reçut cette commission avec beaucoup de joie et de respect. Ce gentilhomme était d'une bonne maison de Dauphiné, mais son mérite et son esprit le mettaient au-dessus de sa naissance. Il était reçu et bien traité de tout ce qu'il y avait de grands seigneurs à la cour, et la faveur de la maison de Montmorency l'avait particulièrement bien attaché à M. d'Anville. Il était bien fait de sa personne, adroit à toutes sortes d'exercices, il chantait agréablement, il faisait des vers, et avait un esprit galant et passionné qui plut si fort à M. d'Anville qu'il le fit confident de l'amour qu'il avait pour la reine dauphine. Cette confidence l'approchait de cette princesse, et ce fut en la voyant souvent qu'il prit le commencement de cette malheureuse passion qui lui ôta la raison et qui lui coûta enfin la vie. M. d'Anville ne manqua pas d'être le soir chez la reine. Il se trouva heureux que madame la dauphine l'eût choisi pour travailler à une chose qu'elle désirait, et il lui promit d'obéir exactement à ses ordres. Mais madame de Valentinois, ayant été avertie du dessein de ce mariage, l'avait traversé avec tant de soin et avait tellement prévenu le roi que, lorsque M. d'Anville lui en parla, il lui fit paraître qu'il ne l'approuvait pas et lui ordonna même de le dire au prince de Montpensier. L'on peut juger que ce que sentit madame de Chartres par la rupture d'une chose qu'elle avait tant désirée, dont le mauvais succès donnait un si grand avantage à ses ennemis et faisait un si grand tort à sa fille. Donc, encore une fois, on fait intervenir la reine dauphine, on met tout en œuvre pour que mademoiselle de Chartres se marie avec le prince de Montpensier, mais manque de bol,
En sous-main, Madame de Valentinois intervient auprès du roi et, vu que ce mariage ne lui plaît pas, le roi s'oppose aussi et tout se casse la figure. Et encore une fois, Madame de Chartres est dégoûtée. La reine Dauphine témoigna à Mademoiselle de Chartres avec beaucoup d'amitié le déplaisir qu'elle avait de lui avoir été inutile. « Vous voyez, lui dit-elle, que j'ai un médiocre pouvoir. Je suis si haïe de la reine et de la duchesse de Valentinois qu'il est difficile que, pour elle ou par ceux qui sont dans leur dépendance, elle ne traverse toujours toutes les choses que je désire. Cependant, ajouta-t-elle, je n'ai jamais pensé qu'à leur plaire. Aussi, elles ne me haïssent qu'à cause de la reine ma mère, qui leur a donné autrefois de l'inquiétude et de la jalousie. » Donc, à partir de là, la reine Dauphine va rappeler l'histoire de sa mère, qui était Marie de Guise, donc une grande héritière de France, et qui est la cause de la haine envers elle, de la reine et de Madame de Valentinois. Le roi en avait été amoureux avant qu'il le fût de Madame de Valentinois, et dans les premières années de son mariage, qu'il n'avait point encore d'enfant, quoiqu'il aimât cette duchesse, il parut quasi résolu de se démarier pour épouser la reine ma mère. Madame de Valentinois, qui craignait une femme qu'il avait déjà aimée et dont la beauté et l'esprit pouvaient diminuer sa faveur, s'unit au connétable, qui ne souhaitait pas aussi que le roi épousât une sœur de messieurs de Guise. Ils mirent le feu roi dans leurs sentiments, et quoiqu'il haït mortellement la duchesse de Valentinois, comme il aimait la reine, il travailla avec eux pour empêcher le roi de se démarier. Mais, pour lui ôter absolument la pensée d'épouser la reine ma mère, ils firent son mariage avec le roi d'Écosse, qui était veuf de Madame Magdeleine, sœur du roi, et ils le firent parce qu'il était le plus prêt à conclure, et manquèrent aux engagements qu'on avait avec le roi d'Angleterre qui la souhaitait ardemment. Donc, la reine Dauphine évoque ici le mariage de Marie de Guise avec le roi d'Écosse, alors qu'elle aurait dû se marier avec le roi d'Angleterre à l'époque. Il s'en fallait peu même que ce manquement ne fît une rupture entre les deux rois. Henri VIII ne pouvait se consoler de n'avoir pas épousé la reine ma mère. Et quelque autre princesse française qu'on lui proposa, il disait toujours qu'elle ne remplacerait jamais celle qu'on lui avait ôtée. Il est vrai aussi que la reine ma mère était une parfaite beauté, et que c'est une chose remarquable que, veuve d'un duc de Longueville, 3 rois aient souhaité de l'épouser. Son malheur l'a donnée au moindre, et l'a mise dans un royaume où elle ne trouve que des peines. On dit que je lui ressemble. Je crains de lui ressembler aussi par sa malheureuse destinée, et quelque bonheur qui semble se préparer pour moi, je ne saurais croire que j'en jouisse. Vous avez ici une sorte de prémonition de la part de la reine Dauphine qui va connaître par la suite une sorte de destin tragique. Donc le narrateur ici joue avec les différentes temporalités parce que le destin tragique de cette reine Dauphine est connu du lecteur. Mademoiselle de Chartres dit à la reine que ses tristes pressentiments étaient si mal fondés qu'elle ne les conserverait pas longtemps, et qu'elle ne devait point douter que son bonheur ne répondît aux apparences. Elle s'est bien plantée.